Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Qui a dit qu'il fallait être en couple pour être heureux, heureuse ? Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'épanouir seules. Un choix qu'elles assument entièrement en nous prouvant que le célibat ne veut pas dire défaite, ni être seule finalement. Le célibat est en augmentation en France depuis les années 50. En 2013-2014, 21% des personnes âgées entre 26 et 65 ans déclaraient ne pas être en couple, selon une enquête de l'INED et de l'INSEE. Je suis ravie d'accueillir Marine, créatrice et animatrice du podcast Chronique du sexisme ordinaire, qui a souhaité parler de ce sujet au micro de Sans Tabou. Ensemble, nous avons parlé de l'injonction du couple, de la charge mentale de la femme dans un couple hétérosexuel et de féminisme. Je vous laisse écouter notre conversation. C'est parti ? Nickel. Ah bah nickel. Bonjour Marine, comment vas-tu ? Bien, comment ça va Marjolaine ? Bah ça va très bien, écoute. Bienvenue sur Sans Tabou, c'est la première fois que... Alors pas la première fois qu'on se voit, parce qu'on s'est vu pour le festival du podcasting, mais la première fois qu'on s'interviewe, enfin que je t'interviewe du coup, enfin bref, on s'est compris. Merci pour l'invitation. Donc tu es la créatrice du podcast Chronique du sexisme ordinaire, que je recommande vivement. Est-ce que tu peux te présenter toi ? Qui tu es toi ? Alors je m'appelle Marine, alias Marine Pétroline sur le podcast. J'ai 41 ans, je suis une femme blanche, hétéro, cis, bourgeoise, CSP+, surdiplômée, mouton à 5 pattes qui a fait plein de choses différentes dans sa vie. Et je suis célibataire et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et bien justement, pourquoi est-ce que tu souhaites témoigner aujourd'hui sur ce sujet ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'injonctions au couple qui s'adressent en particulier aux femmes et de façon générale dans notre société. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à déconstruire. J'ai longtemps couru après ça et je me rends compte que c'est encore quelque chose qui, alors je dirais pas mal accepté, mais qui se heurte quand même à une représentation générale dans la société qui est différente. Moi, j'ai longtemps couru après la comédie romantique, l'histoire de tu rencontres, en l'occurrence chez moi, plutôt un homme, puisque jusqu'à preuve du contraire, j'ai plutôt eu des relations hétérosexuelles, même j'ai eu que des relations hétérosexuelles. Et donc pendant longtemps, c'était même pas une question de est-ce que ça allait arriver, mais quand ça allait arriver. Je vais rencontrer quelqu'un, on va être amoureux, on va sortir ensemble, puis on va s'installer, puis on va faire des enfants. Le cliché. Voilà, tout ça. Et c'était comme si j'étais un peu dans l'antichambre de la vie et que je serais entière et heureuse le jour où ça arrivera. Et je dépensais énormément d'énergie mentale à ça. Finalement, mon cerveau, il était très focus là-dessus. Et ça peut être, je sais pas, tu es invité à une soirée, un anniversaire ou autre, et la première chose que tu fais, c'est radar. Est-ce qu'il y a des mecs sympas, mignons, qui ont l'air célibataires et en fait, c'est fou comme ça devient, ou c'est, depuis le départ, un fonctionnement par défaut de notre cerveau, à nous, les femmes hétéros, pour beaucoup d'entre nous. Et donc, pendant longtemps, voilà, j'ai couru après ça. Et alors, j'ai eu une relation longue. Mon record, plus ou moins longue, voilà, où j'habitais avec cet homme, etc. Et on était sur, mais alors la piste de bobsleigh pour le mariage et compagnie. D'ailleurs, il voulait qu'on se marie. Moi, j'étais encore assez jeune, finalement, j'avais même pas 30 ans. Lui, il était un petit peu plus âgé que moi. Mais comme il avait pas du tout fait d'études, et moi j'ai fait des études très longues, finalement, en un peu
stade de vie. C'est un peu comme si on avait 10 ans de différence. Et puis, il gagnait beaucoup plus d'argent que moi. Moi, à l'époque, je faisais une thèse, donc c'était pas très dur de gagner plus d'argent que moi. Mais il gagnait bien sa vie. J'habitais chez lui. Je payais pas une partie du loyer parce qu'il voulait pas que je paye une partie du loyer. Et j'étais la princesse sur son trône et le trône était installé sur une barque et c'est lui qui menait la barque. Ouais, c'est dangereux ça. Voilà, donc c'est très confortable. C'est assez agréable au début. On se dit ah cool, on se laisse porter. Et puis, sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que la barque, elle va pas forcément là où on a envie d'aller. Et c'est quelqu'un qui avait une idée assez claire de ce qu'il voulait dans la vie et de ce qu'il voulait de son couple. Et il avait dressé un peu un moule et j'étais priée de rentrer dans le moule finalement. Alors c'était pas aussi tout noir ou tout blanc, hein. C'était pas non plus. Oui, c'est pas le méchant. Voilà, c'était pas un méchant, c'était juste un homme hétérosexuel, blanc, cisgenre, voilà, dans toute sa splendeur. Pas méchant, pas vilain, mais finalement pétri de représentations qui conduisent à une relation qui est possiblement assez inégalitaire. Et cette relation a fini par s'est arrêtée. Je suis partie puisque finalement au moment donné quand la barque va pas dans la direction où on veut, il y a trop de dissonance, il y a trop d'inconfort, il y a trop de choses qui vont pas, il y avait un malaise et l'issue de ce malaise ça a été de se séparer. Et puis je suis retournée, je me dis bon allez ça va, j'ai moins de 30 ans, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. C'était juste l'échauffement quoi. Ah oui, tu disais ça du coup quand même. Ouais, okay. C'était oui parce qu'avec lui j'aurais pu me marier, faire des enfants. Si j'étais restée avec lui aujourd'hui, j'aurais 3 gosses et une maison en banlieue. Et t'avais quand même cette idée, même en partant de cette relation, de vouloir quand même faire ça, ce qu'on te demande dans la société. Oui, c'était pas le modèle de relation qui me convenait pas, c'était la personne. Ok. Mais j'ai quitté cette relation en me disant je vais en trouver un autre avec qui ça va aller quoi. Et en fait ce n'est pas arrivé. Je suis partie, j'ai été à Paris pendant des années, je suis partie pendant 4 ans à La Réunion et en Australie, puis je suis revenue à Paris. Et j'ai pendant toutes ces années été dans cette recherche du couple avec un grand C, tel que je l'avais imaginé et tel que j'avais pu l'entreapercevoir avec cet homme-là. Est-ce que je peux te demander justement qu'est-ce qui te donnait envie forcément d'être en couple ? Il y avait, c'est les phrases des gens, c'est quoi qui te donnait envie ? Je sais pas si c'est le bon mot, envie, mais ce besoin peut-être. Je sais pas. C'était là en fait. C'était même pas une question. Je pense que c'était ancré en moi et je me rends compte aujourd'hui, mais après avoir compris beaucoup de choses et lu beaucoup de choses et que c'est des choses qu'on nous inculque dès l'enfance sans qu'on se rende compte. Enfin, on vit. Ne serait-ce que toutes les histoires, vous prenez tous les Disney, à la fin, la princesse, elle va avec le prince, quoi. Donc, en fait, on intègre dès le plus jeune âge que la vie, c'est ça. Et que c'est une étape et que on se pose pas la question, en vrai. C'est un peu c'est les modalités par défaut. Et la question n'est pas est-ce que ça va arriver, mais quand. Alors, quand on est petit, c'est les contes de fées, les Disney, et puis quand on est plus grand, c'est les comédies romantiques. Ouais. Et les comédies romantiques, faut brûler ces films. Les films de Noël. Quoi. Les films de Noël. Elle a une carrière incroyable. Elle travaille à New York. Elle a une vie trépidante et plein d'amis. Elle revient dans sa ville natale. Et là, elle rencontre un bûcheron qui n'a pas de conversation, mais elle tombe éperdument amoureuse et se dit que c'est ça la vie. Elle va tout quitter. Qu'elle va tout quitter. Tout cet investissement qu'elle a mis pour être forte et indépendante. Mais tout à fait. Sérieusement, quoi. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est Enfin, tant qu'on n'a pas un peu déconstruit, je mets des grosses guillemets parce que ce terme, il est un peu utilisé à tort et à travers, mais tant qu'on n'a pas changé de lunettes, c'est ce qu'on voit tout le temps et on se dit, c'est la réalité en fait, c'est notre réalité. Donc, pourquoi j'avais envie de ça, j'en sais rien. Alors, a priori, je peux refaire le match, quoi, mais c'est de me dire, oui, parce que ça m'a toujours été présenté comme ça, et puis mes parents sont toujours ensemble, ils vont fêter leurs 50 ans de mariage, j'ai toujours vu, voilà. Ouais, du coup, c'est un modèle aussi à modèle-là, suivre. Enfin, à suivre ou pas, mais on pense voilà, à suivre. Dans ma famille, mes oncles, mes tantes, pareil, c'est des gens qui sont restés ensemble. Alors bien sûr, j'avais des copains, des copines dont les parents étaient divorcés. Je suis la génération années 80, c'était pas les années 60 où ça n'arrivait pas, quoi. Mais voilà, c'est vraiment quand est-ce que ça va arriver, quoi. Et ça devait arriver. Ouais. Mais alors du coup, comment et quand est-ce que tu as su que tu ne voulais finalement pas être en couple, donc rester célibataire ? Enfin, rester, je sais pas, mais en tout cas, être célibataire à l'instant T. Ouais. Alors, il n'y a pas eu un moment. Ok. Je me suis pas levée un matin où il n'y a pas eu un événement en me disant « Ah, ça suffit ».
Ça a plus été un processus de déception en déception, j'ai envie de dire. J'étais dans ce moment, enfin cette grande période de il faut que je trouve un mec, quand est-ce que ça va arriver, etc. Et en fait, à un moment donné, j'ai fini par me dire, mais si je mets ça de côté, c'était il y a quelques années, hein, il y a pas si longtemps, je dirais peut-être vraiment 3-4 ans que j'ai commencé à conceptualiser ça. Si je mets ça de côté, si j'arrête d'être dans l'attente permanente et de me dire que il faut que ça arrive, mais quand est-ce que ça va arriver, mais personne ne m'aime, mais pourquoi personne ne veut de moi, etc., etc., je suis malheureuse. J'étais malheureuse en vrai, enfin il y avait un mal-être quand même. J'étais pas non plus dans une dépression profonde, mais il y avait ce truc en filigrane d'insatisfaction et de remise en question, parce qu'évidemment on se demande mais qu'est-ce qui va pas chez moi et pourquoi les autres ça marche et pas moi, etc. Okay. Et j'enchaînais les relations assez courtes, ouais. Où ça marchait pas quoi. Et donc j'ai fini par me dire bah attends, si on met ça de côté, tout le reste dans ta vie, ça va super bien. J'étais à l'époque dans un job salarié où ça marchait très bien, j'étais très très contente, j'avais une vie sociale, amicale, riche, j'avais pas de problème majeur dans la vie, enfin tout roulait quoi. Et donc je me dis mais pourquoi je me pourris la vie avec ce truc? Donc mettons ça de côté et puis si ça arrive tant mieux, mais si ça arrive pas bah c'est pas grave, il y a plein d'autres façons d'être heureux et heureuse et épanouie dans la vie. Et donc j'ai fini par me dire si je vis une relation amoureuse, de couple ou sous un autre mode, je veux que ce soit la cerise sur le gâteau de ma vie et pas la génoise à la base du gâteau. C'est un truc que je dis souvent, mais je trouve que l'image enfin moi en tout cas me parle beaucoup. J'espère qu'elle parlera à d'autres personnes. Elle est très gourmande en tout cas. Voilà, et que bah, finalement on met au-dessus les relations romantiques et les relations de couple comme si le reste comptait pas. Et d'ailleurs, il y a une espèce de hiérarchie des relations où l'amitié c'est en dessous de l'amour. Bah, pourquoi pas? Et il y a plein d'autres façons d'être épanouie, heureuse et complète. Tout dépend comment on définit l'amour. Voilà, et alors ça, je te laisse y répondre. Je ne définirai pas cette chose. J'en sais rien, moi, de ce que c'est l'amour, finalement. Bonne question. Il y a eu des moments, je pense, où j'ai pu être amoureuse, et des personnes qui ont été importantes, et pour lesquelles j'avais un élan assez absolument pas logique, et je cherche le mot. Mais voilà, un truc, tu es poussé à, et tu peux pas le contrôler, donc je suppose que c'est ça. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je disais, voilà, donc ça n'a pas été un moment, ça a plus été un processus. Et évidemment, j'ai replongé les deux pieds joints parfois dans certaines relations en mode ah ça y est, c'est la bonne, jusqu'à ce que petit à petit, mais en fait, les relations deviennent de plus en plus décevantes. Ah oui. Et les hommes que je rencontrais, finalement, les hommes que je rencontre aujourd'hui et que j'ai rencontrés ces derniers temps sont soit inintéressants, en tout cas pour moi, ils vont être sûrement intéressants pour quelqu'un d'autre, mais moi j'ai pas grand chose à se dire et finalement j'ai de moins en moins d'attirance pour des hommes, au sens où il y en a de moins en moins qui m'intéressent, et là où certains 5, 10, 15 ans avant j'aurais été oh mon dieu il est merveilleux, là je suis mais what, non je ne crois pas, non. Donc en fait j'ai de moins en moins de crush comme on dit aujourd'hui, enfin un peu de coup de cœur pour certains hommes dans une perspective romantique. Et quand ça arrive, donc quand ils ne sont pas inintéressants, ils sont la plupart du temps décevants. Et ça ne fonctionne pas. Et entre autres, ce que j'ai fini par comprendre, c'est le fameux « tu fais peur aux hommes ». Parce que j'ai une 40aine d'années, j'ai pas attendu, heureusement que je n'ai pas attendu un mec pour mener ma barque et faire des trucs. J'ai changé plusieurs fois de métier, je suis allée habiter à 10 000 kilomètres de la France métropolitaine, j'ai fait des trucs, j'ai pas hésité à prendre des risques, je vis ma vie toute seule, j'ai voyagé seule par exemple avec mon petit sac à dos, j'ai créé des trucs comme les chroniques du sexisme ordinaire, enfin je mène ma barque et je m'intéresse à plein de choses, je capte vite certains trucs qui m'intéressent et je réfléchis parfois un peu
Enfin, je ping-pong intellectuellement assez vite. C'est un truc qui m'éclate. Et en fait, ça fait peur. Puis j'ai une petite collection de diplômes qui peut impressionner certains. Et donc, j'ai entendu plusieurs fois des trucs du genre tu m'impressionnes, tu me fais peur. De la part des hommes. De la part des hommes. Et ça, au début, je l'intégrais pas trop, ou ce côté ah oui, mais tu es une femme trop forte, tu leur fais peur. Oui, bon, bah. Et c'est toutes mes lectures, recherches et tout le chemin en parallèle de toute cette histoire que je viens de raconter, que j'ai fait ces dernières années, où je suis devenue féministe. Et comme beaucoup, ça s'est pas fait non plus. Je me suis pas réveillée un matin en disant ah j'ai tout compris, le couple hétérosexuel en fait c'est une domination des hommes sur les femmes, c'est une construction sociale, etc. Enfin, ça a pris du temps tout ça, mais je suis allée assez loin. Donc ce qui renforce encore plus la peur entre guillemets des hommes hétérosexuels. Alors, en plus c'est une féministe. Alors là. Mais tu vois, je pensais pas que ça existait encore ce genre de phrase. Que les hommes avaient peur, enfin. Mais si, ça existe. Des femmes, alors c'est un peu plus. C'est inconscient. C'est pour la plupart d'entre eux complètement inconscient. Mais en fait, moi, ma théorie entre guillemets, enfin, j'ai pas fait une recherche dessus, mais mon impression, c'est que beaucoup d'entre nous, en tout cas dans mon milieu d'intello de gauche, féministe, écolo, déconstruite, les femmes, on a compris pas mal de trucs. On a commencé à se détacher et à refuser certains modèles et certaines représentations, et à s'émanciper, en fait, ça s'appelle comme ça. Et en fait, on a pris un train, et on a fait en TGV Paris-Marseille, et là, on est à la plage à Marseille en train de boire des cocktails, quoi. Et les mecs, ils sont devant la gare de Lyon à se dire « Oh, qu'est-ce que c'est ? Une gare ? Des trains ? À quoi ça sert ? Ça va où ?» Enfin, je pense que notre génération, on est un peu la génération fucked up là-dessus. C'est un peu foutu pour nous. Alors ça marche pour certaines personnes qui ont réussi à se trouver, tant mieux. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens en couple qui sont juste en couple par défaut, par peur d'autre chose, mais c'est un autre sujet. Et donc je pense que les mecs, en fait, en sont au tout début du cheminement que nous, on a fait, les femmes. Bah parce que en fait, c'est les femmes qui se sont émancipées vis-à-vis d'une catégorie dominante que sont les hommes et qui avaient intérêt à s'émanciper parce que y en a marre d'être pris pour la dinde de la farce ou la dinde farcie, je ne sais pas. Je sais pas, oui. Et les mecs en fait, et puis comme en plus merci la masculinité et la façon dont ils sont éduqués, on leur apprend pas et ils sont pas du tout sociabilisés à analyser leurs émotions, à se remettre en question, là où nous, les femmes, depuis qu'on est petits dans la cour de récré, qu'est-ce qu'on fait ? On se décortique chaque sensation, émotion qu'on peut avoir, quoi. Donc, eux, ils ont mis un gros caillou sur tout ça. Ils veulent surtout pas bouger le caillou, ouvrir le placard ou soulever le tapis. Surtout en termes d'émotion, oui. Voilà. Et puis, quand ils croisent une meuf qui, en fait, ils sont pour beaucoup, bien sûr, ils vont s'insurger que grand Dieu non, mais au fond du fond, beaucoup d'entre eux sont encore bloqués dans les années 60. Et alors oui, ils veulent bien que leur meuf travaille, ils sont fiers qu'elle ait une carrière, tout ça, machin. Mais dans leur cerveau reptilien profond, ça leur pose un problème que la femme avec qui ils partagent une relation romantique, voire leur vie, ne soit pas une princesse en détresse qu'ils peuvent sauver. Et donc, ça fait très longtemps que je sais que je suis pas une princesse en détresse. Et donc, les mecs ayant, eux, grandi dans leur représentation du prince charmant, parce qu'eux aussi, ils les ont vus, les Disney, du prince qui va sauver, s'il n'y a pas de princesse en détresse, à quoi je sers ? Et donc on se retrouve, les meufs, on est de plus en plus à pas être des princesses en détresse, mais eux, ils sont restés bloqués sur la princesse en détresse. Donc ça peut pas marcher. Ça marchera sûrement, ils vont évoluer, ils vont comprendre, ça va juste prendre du temps. Et certains, ils sont pas encore, ou ils sont à moitié, et en fait, ils aimeraient bien, mais en fait, il y a un truc plus fort qu'eux qui fait que quand ils sont avec une femme comme ça, même si leur raisonnement objectif leur dit que c'est chouette, il y a un truc inconscient, il y a un truc qui relève plus de l'instinct, qui leur dit danger, parce que notre cerveau, il a été façonné comme ça. Enfin, c'est tout le principe des représentations sociales et des stéréotypes, oui, qui orientent complètement nos choix, nos vies, ce qu'on pense être bien pour nous. Et donc, s'il n'y a pas un travail actif de déconstruire, et c'est bien ça, en fait, le terme de déconstruction, s'il n'y a pas un travail actif de déconstruire ces représentations, ces schémas, et de se dire, en fait, je pensais que c'était ça, la vérité de qu'est-ce que doit être la vie, mais c'est peut-être pas ça, ça demande un effort, et beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont pas prêts à faire cet effort.
Mais en parlant d'effort, justement, ça me fait penser à la charge mentale. Mais ça, t'en as pas parlé. Tu parlais surtout du modèle de princesse qui doit être sauvée du prince charmant. Mais la charge mentale, en fait, justement, je suis tombée là-dessus il y a pas si longtemps. C'est qu'on pense que maintenant, les tâches sont réparties, mais finalement, la charge mentale n'est toujours pas répartie. Et les tâches ne sont pas réparties. Alors, je parle des couples hétérosexuels, particulièrement, évidemment. Statistiquement, dans un couple hétérosexuel, la femme, déjà, si on compte tout et qu'on additionne tout, fait plus de travail domestique. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est quel travail domestique. Et en fait, quand on regarde la nature des tâches, il se trouve que les hommes vont plutôt faire ce qui est moins désagréable et plus valorisé. Donc, on va faire ce qui est visible. On va poser une étagère qui reste là tout le temps et on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien posée cette étagère ?» ou « Qu'est-ce qu'il est beau, ce jardin est bien tondu ?» Des trucs d'apparence. Là où les femmes vont récurer la cuvette des chiottes et laver les slips. Et les femmes vont être sur des tâches qui reviennent en permanence. La vaisselle, elle revient. C'est la génération spontanée, ça ne s'arrête pas. Poser une étagère, une fois qu'elle est posée, voilà, c'est fait. Ou dans les tâches, dans les soins aux enfants, les pères, ils vont jouer avec eux le week-end. Oui, bah ça, c'est sympa, mais c'est pas donner le bain, s'occuper du coucher, nourrir, faire les devoirs, etc. Les trucs chiants, en vrai. Donc, et il y a pas... Donc il y a la charge concrètement de travail, le temps et l'énergie qu'on passe à faire quelque chose, la charge mentale qui est un travail en fait, un travail organisationnel. Donc beaucoup de femmes sont les chefs de projet et chefs logistiques de leur famille. Donc c'est le fameux « il y avait qu'à demander ». Ben non, en fait, je suis pas ton manager, je suis pas ton micro-manager. Tu es censé savoir être autonome et faire sans que j'ai à te le dire. Et il y en a plein d'autres. On parle pas assez, je pense, de la charge émotionnelle où les femmes, parce que les femmes sont dévolues aux soins des autres, portent en fait une charge émotionnelle elles sont en charge du bien-être et des émotions de leur foyer, de leur enfant, de leur conjoint, et elles absorbent tout ça et évidemment, elles prennent sur elles ravalent. Elles sont le psy, le coach, le chief happiness officer de la famille. Il y a aussi la charge écologique. Qui est-ce qui fait du zéro déchet, va acheter en vrac, regarde comment on pourrait aller en vélo au bureau ou peut-être avoir un vélo cargo pour transporter les enfants? Ce sont les femmes. Et là encore, c'est un travail. Donc elles sont responsables parce que c'est les femmes en charge du bien-être et de la sphère privée. On vit dans une société qui est quand même héritière d'une séparation des deux genres, avec les hommes à l'extérieur dans l'espace public qui travaillent et qui sont en charge de ramener de l'argent au foyer, et qui évoluent dans l'espace public, et entre autres dans l'espace politique. Là où les femmes sont cantonnées au foyer. C'est quelque chose qui s'est énormément renforcé au 19e, et dont même si les femmes aujourd'hui travaillent, dont on subit encore les répercussions. C'est qui le CEO, le PDG du foyer? C'est les femmes. Et toute la société est tournée vers ça. Par exemple, un enfant à la crèche ou à l'école est malade, qui est-ce qu'on appelle? Alors qu'on a les 2 numéros de téléphone, on appelle la mère. Parce que c'est elle qui est en charge du soin des enfants. Mais je comprends pas encore aujourd'hui qu'on le fasse, ça. Oui. J'en discutais encore l'autre jour avec une amie qui est chef d'entreprise, multi-entrepreneur, qui a fait le choix d'avoir une vie professionnelle très intense et dans laquelle elle s'éclate et qui est une source d'accomplissement énorme pour elle. Et elle a des enfants, elle a dit jumeaux en plus. Elle a tiré le gros lot. Et oui, c'est une mère qui travaille, qui est très investie dans sa carrière. Enfin, c'est pas sa carrière, c'est son entreprise, dans sa vie d'entrepreneuse, et qui gagne très bien sa vie avec son conjoint qui est aussi son associé. Et oui, il y a des nounous qui s'occupent des enfants en partie, mais bon, c'est leur équilibre de vie et c'est pas la mère dévouée qui utilise des couches lavables, qui fait des petits pots avec des légumes récupérés bio du marché. Et ces enfants sont dans une école, ils sont tout petits encore, hein, donc c'est vraiment ils ont 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Une école privée, d'ailleurs, en se disant voilà, ils ont les moyens, ils se sont fait ce choix.
Et il y a eu le spectacle de l'école. Et le spectacle a été annoncé par email au milieu de 36 000 autres emails, et elle a raté le spectacle. Elle a été quasi convoquée par l'école, où on lui expliquait que, oui, bon, vous n'étiez pas au spectacle. Mais vous étiez les seuls parents. Elle a été convoquée, et pas le couple. Ah, c'est elle qu'on a appelée bizarre, et à qui on est venu faire la morale de « vous avez raté le spectacle des enfants ». Sous-entendu, mauvaise mère, ça a été difficile d'expliquer à vos fils pourquoi vous n'étiez pas là. Mais d'où tu viens culpabiliser les gens comme ça? Et déjà, pourquoi tu convoques pas les deux parents, quoi? Enfin, je veux dire, oui, c'est très bizarre. Il y a un mec dans l'histoire, je veux dire, le patrimoine génétique des enfants, il vient 50% d'un côté, 50% de l'autre. Hein. Il était là au moment où il a éjaculé dans un utérus. Hein. Il est responsable aussi. Donc voilà, les femmes sont responsables du foyer. Et quand on comprend ça, si je reviens à mon histoire personnelle, il y a un moment, je me suis dit, donc il y a eu l'étape, ça me rend malheureuse et faut que j'arrête d'être malheureuse à cause de ça, parce que si ça n'arrive pas, je vais pas être malheureuse jusqu'à ma mort, parce que je vais pas trouver quelqu'un avec qui vivre en couple. Je vais vivre ma vie, je vais arrêter d'être dans l'antichambre de ma vie et d'attendre d'être dans un couple pour démarrer des trucs. Et puis, il y a eu toute cette déconstruction, cette compréhension des mécanismes dans le couple hétéro, et où je me suis dit, mais attends, si je rencontre quelqu'un comme ça, et que je rentre dans un couple hétéro, ça va être extrêmement difficile, malgré tout ce que je sais, d'aller contre tous ces schémas, ces stéréotypes, même avec le mec le plus féministe, aware, woke, pseudo-déconstruit qu'on veut, ça va être très difficile. Et je vais, en fait, me retrouver, j'ai une très forte probabilité de me retrouver comme la boniche d'un mec et d'enfant. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, en vrai, l'affaire. Même si plein de personnes, je pense, vont hurler en m'entendant dire ça, et surtout des femmes en couple hétéro qui, je pense, veulent pas du tout et se rendent bien compte de cette charge et tout, mais se dire qu'on est la boniche de son mari et de ses enfants, c'est hyper dur et hyper violent. Donc, désolée si vous m'entendez et que ça vous choque. Je suis navrée. Et parce que j'ai aussi, moi je sais que je sauterais à pieds joints là-dedans, parce que j'ai un naturel, je suis hyper organisée, je gère ma bouffe avec un tableau sur mon frigo, j'anticipe, j'organise. Donc je sais que le naturel me rattraperait au galop et que j'aurais beaucoup de mal à lutter contre ce naturel, mais que ce naturel me pousserait dans quelque chose d'assez délétère pour moi. Et entre autres, j'ai eu, il y a 2 ans, une relation avec un garçon ou avec un homme dont la question s'est posée assez vite, parce qu'on est aussi à des âges où on tergiverse pas très longtemps. Et lui qui était dans la recherche du couple, etc. Mais je savais très bien, vu son caractère et vu le mien, que ce mec se laisserait porter et que je serais le Chief Operation et Happiness Officer de ce couple. Oui. C'était écrit dans le ciel. Je lui ai dit, en fait, si on fait ça, il va falloir qu'on lutte tous les deux contre nos natures respectives pour ne pas sombrer là-dedans et qu'in fine, ça explose. Et au final, c'est une relation qui s'est arrêtée et qui, je pense, finalement, dans le modèle couple classique, était voué à l'échec ou alors à beaucoup de prises de tête. Et moi, j'étais dans une perspective, mais écoute, on s'entend bien, on rigole, on a plein de choses à se raconter, on a des points en commun. Au lit, ça se passe nickel. On habite à 15 minutes l'un de chez l'autre et on peut se voir un peu quand on veut. C'est très bien. Pourquoi changer, quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux partager un foyer, un ménage, qu'on habite au même endroit, mais ce qui va se passer, c'est que je vais devenir la Chief Operation Officer et Chief Ménage Officer et Chief Course Officer et tout ce qui va avec de cette entité couple. Et en fait, j'ai pas envie de ça. Mais c'est bien de s'en rendre compte assez vite quand même, plutôt que de sombrer. Oui, et je pense que quelques années avant, j'aurais sauté à pieds joints là-dedans et ça aurait été compliqué. Et il y aurait eu des engueulades, je sais pas, parce que je suis pas trop du genre à m'engueuler. Il y aurait eu un problème, quoi. Donc finalement, tu n'as pas eu de déclic, mais c'était plutôt vraiment un cheminement, une réflexion sur toi. Complètement. Ça a été un long chemin, un long processus. Et encore maintenant, j'admets aussi, si ça se trouve, tu vas m'appeler demain, je vais te dire, j'ai rencontré quelqu'un, c'est merveilleux, je vais me marier. C'est assez peu probable, mais pourquoi pas? Oui. Qui suis-je pour dire que ça ne m'arrivera pas et qui suis-je pour dire que je me suis totalement extraite, et je ne me suis pas totalement extraite de tous ces stéréotypes, représentations et toutes ces injonctions. C'est une question d'injonction. En fait, c'est épuisant de lutter contre les injonctions. Et on ne peut pas lutter contre toutes les injonctions. On peut pas dire à
je vais pas être dans un couple hétéro, mais je vais quand même avoir des relations romantiques et affectives qui sont pas des amitiés dans un autre cadre. Et puis aussi, je vais arrêter de m'épiler et puis je vais m'en foutre de mon apparence. Non, parce que toute la société, en fait, dès que tu sors de ces injonctions, dès que tu t'y opposes, tu subis des violences. Alors symboliques, parfois pas symboliques, parfois réelles. Si tu es un homme qui aime mettre des jupes, du maquillage et du vernis à l'ongle et que tu sors dans la rue comme ça en talons de 10, il y a de très fortes chances qu'il t'arrive des problèmes. Réellement, il y a des agressions. Ça, je trouve ça tellement horrible. Les agressions, je parle. Donc, je parle pas du fait qu'ils sortent en tenue. Donc en fait, dès que dans une société, tu es en dehors de la norme, tu subis des violences. Parce que le groupe rejette ce qui est en dehors de la norme et n'accepte pas, et c'est comme ça qu'une société fonctionne en fait, c'est parce qu'il y a un peu des normes explicites ou implicites à respecter, et que quand tu en sors, c'est très difficile. Donc je dis pas que je suis totalement exempte de toutes ces injonctions, et absolument pas, et c'est pour ça qu'il est, je pense, important aussi de se dire, de pas tomber dans une pureté, on appelle une pureté militante ou une pureté féministe. Est-ce que t'es une bonne ou une mauvaise féministe? Non, tu fais ce que tu peux, en vrai. Et peut-être que toi, peut-être que moi, ne pas être dans un couple hétérosexuel et commencer à le revendiquer, de dire en fait non, j'en veux pas, c'est presque militant, mais jamais je vais aller dire à une femme qui est en couple hétéro qu'elle devrait pas faire ça et que c'est n'importe quoi, et que si elle est vraiment féministe et émancipée, elle devrait quitter son conjoint et partir avec ses enfants sous le bras, ou même laisser ses enfants aussi, parce que finalement il nous faut s'extraire de notre condition reproductive, j'en sais rien, enfin, je vais jamais dire ça. Même si moi, aujourd'hui, je me dis, non, couple, enfant, en fait, pendant longtemps, j'ai voulu, je crois qu'aujourd'hui, j'en veux plus, et puis limite, je revendique que j'en veux pas. Et puis peut-être que c'est aussi une façon de s'auto-persuader que ça me convient, parce que ce n'est pas arrivé, hein. Quelle est l'œuf, quelle est la poule, j'en sais rien. Voilà, peut-être que demain, je vais, ou dans quelques semaines, je vais rencontrer quelqu'un avec qui je saute à pieds joints dans ce modèle-là. C'est quand même très peu probable, je pense. Si ça devait arriver, ça serait déjà arrivé, je crois. Alors, oui, mais tu laisses la porte ouverte si toutefois. Mais voilà, j'exclus pas la chose, comme j'exclus pas la chose de tomber amoureuse d'une femme. Peut-être que ça m'arrivera, j'en serais très heureuse si ça m'arrive, parce que tomber amoureux de quelqu'un, c'est super. Justement, est-ce que tu as eu des remarques des autres quand tu as décidé d'être t'as pas décidé d'être célibataire, c'est juste que tu préfères être seule plutôt que mal accompagnée. En gros, c'est ça. Oui. Alors, non, j'ai eu la chance d'avoir des parents et une famille plutôt assez ouverte, où c'est juste qu'ils veulent que je sois heureuse. Et en fait, si j'étais en couple et heureuse, ils seraient ravis pour moi. Et si je suis pas en couple et heureuse, ils sont aussi très contents. Et ma sœur a fait 3 enfants, mon enfant en a 1, donc c'est bon, ils ont coché les cases grands-parents. Je pense que si j'avais pas de frères et sœurs avec des enfants, peut-être que il y aurait un petit peu plus de pression de ce côté-là. Mais c'est pas le cas, et j'ai la chance de pas être dans un environnement amical et familial où je subis des remarques du genre bon alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? Ouais, comme on peut voir justement maintenant dans les nouveaux films assez plutôt modernes. Ouais. Mais ça, c'est des choses auxquelles d'autres personnes sont confrontées, et j'évolue aussi dans un milieu social. J'habite à Paris, dans une grande ville. Je pense que Paris est la ville où il y a le plus de célibataires en France. Dans un milieu professionnel où il y a des gens dans plein de modèles de vie. Je pense que si j'habitais dans une ville moyenne, que j'étais, je sais pas, employée à un poste XYZ, et que tout mon environnement, tous les gens que je fréquente et qui sont autour de moi, sont dans ces schémas-là, et pour qui c'est absolument normal, et ça serait peut-être beaucoup plus difficile à vivre. Ouais. Je pense que je suis privilégiée. Je suis privilégiée sous plein d'aspects. Et entre autres, sur cet aspect-là, je suis privilégiée parce que je ne subis absolument pas de remarques désobligeantes sur bon alors t'es pas en couple, etc. Alors peut-être que les gens le pensent oh la pauvre, oh la vieille fille, ou après ça m'est déjà arrivé quand même de socialement, finalement, il y a peu de couples dans mon entourage que je vois en tant que couple. Je vois plutôt des amis, éventuellement je connais leur conjointe ou leur conjoint avec qui j'ai de très bonnes relations. Mais je pense qu'être une femme célibataire aussi, ça expulse naturellement de ton cercle social les couples qui fonctionnent en tant que couple et qui ne fréquentent que des couples, en fait. Ouais, je vois très bien. Et ça m'est déjà arrivé. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est une hypothèse très probable. Il y a quelques années, d'être dans un nouvel endroit où je
j'arrivais pour vivre, je déménageais. Et de rencontrer des gens avec qui, au début, tu rencontres des groupes de gens, tu vois, et t'essayes de un petit peu faire ton trou. Et de finalement pas réussir à passer la porte, alors aussi parce que c'est un groupe de gens qui se connaissaient et c'est dur de pénétrer socialement et se faire accepter quand les gens se connaissent depuis des années et qu'ils vivent bien entre eux et qu'ils n'ont pas besoin de toi. Et un jour, j'en discutais avec un ami, je disais, oui, ces personnes-là, pourtant ils sont hyper sympas, on s'est déjà vu plusieurs fois, mais c'est toujours moi qui propose des trucs, où j'ai l'impression que, on me dit pas qu'il y a tel ou tel truc, et est-ce que tu veux venir? Et puis j'ai déjà eu comme ça des situations un peu désagréables. Et la personne me regarde et me dit, mais enfin, t'as pas compris? Non. T'es une femme célibataire, donc t'es un danger. Parce qu'en fait, la femme célibataire, comme tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle recherche dans la vie, c'est trouver un mec, elle va aller piquer celui de la copine. Et donc, je pense que inconsciemment, ces personnes m'ont exclu du groupe, en tout cas, m'ont pas ouvert la porte, alors que j'aurais été en couple, j'aurais pu faire partie du club. Non, mais moi, ce que je relève, c'est que c'est toi qui vas piquer le mari de la copine, mais c'est pas le mec qui, lui, va essayer de te séduire, tu vois. C'est pas dans l'autre sens. Dans les histoires de tromperie, et ça, c'est l'image qu'on trouve beaucoup au cinéma, hein, l'image de la vampe. Donc là, on est dans un autre cliché stéréotype de la femme vampire. Vampe, c'est pour vampire. Très belle, séductrice, mystérieuse, manipulatrice, qui va séduire un homme jusqu'à sa perte et causer son malheur. Bien sûr. Ça, c'est le cliché classique. Et pas, le mec, il a trompé sa femme quand même. Enfin, ou c'est tous ces films de bande, genre Le cœur des hommes, où le mec trompe sa femme, est un gros salaud, mais à la fin on lui pardonne et en fait c'est un bon gars. Et l'adultère est valorisé chez les hommes, mais pas chez les femmes. Ouais. Ouais, mais ça. Mais souvent, en plus, c'est la femme qui est trompée va en vouloir et voir à l'autre femme, violenter à l'autre femme, et beaucoup moins à son mari. C'est la faute de l'autre femme et pas la faute du mari, quoi. Enfin. Et ça, moi, je supporte pas voir ça à chaque fois dans les films ou les livres. Ça, c'est... Et ce côté où tu subis pas des remarques, mais tu vois bien qu'il y a un traitement différencié, ça me fait penser à une autre chose, une autre anecdote. Un jour, je vais chez des amis, pas à Paris, qui habitent à la campagne, qui faisaient une fête pour l'anniversaire, je crois. Et donc, on était plusieurs à être là pour le week-end. Et moi, j'étais arrivée, je pense, un peu avant, j'en avais profité pour y aller plusieurs jours. Et donc, au début, ils m'avaient installée dans une chambre, tu peux dormir là. Et il y avait une pièce plus grande avec plusieurs lits ou un peu, où on pouvait faire un peu dortoir. Et donc, les autres personnes arrivent et on m'explique que il va falloir que j'aille dormir dans la pièce dortoir, où il y avait aussi des ados qui dormaient, et laisser ma chambre au couple. Parce que un couple, ça a droit à une chambre, alors qu'une personne célibataire, en fait, ça va avec les ados. Ça va avec les enfants, quoi. Et ça m'a... ça m'a blessée, quoi. Enfin, j'étais là, alors j'ai rien dit, parce que sur le coup, en plus, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas dire, mais comment ça? C'est dégueulasse, je suis pas d'accord, mais c'est quoi ces représentations sociales? Enfin, non, tu veux pas être la casseuse d'ambiance. Et je pense que c'était évidemment absolument pas mal intentionné de la part de mes amis. C'est juste que eux aussi sont pétris de ces représentations et qu'en fait, inconsciemment, ils tranchent dans la catégorie des ados. Et ils se rendent même pas compte, ils mettent le couple au-dessus. Mais je pense que c'est important, faut surtout pas tomber dans le c'était pas mal intentionné. Mais quand tu sors, que tu prends ta voiture, que tu renverses quelqu'un et que tu le tues, c'est pas mal intentionné non plus. Mais tu l'as fait. Oui, c'est ça. Donc en fait, la question c'est, le mal est fait. Voilà, est-ce que tu es bien ou mal intentionné? Et la question c'est, quelles sont les conséquences de tes actes? Et d'ailleurs, dans le droit du travail, ce qu'on appelle les agissements sexistes sont interdits. Donc dans les agissements sexistes, on va mettre les blagues sexistes, par exemple, blagues sur les blondes. Donc c'est tout propos ou comportement qui dévalorise, humilie, rabaisse une personne ou une catégorie de personnes. Quelle que soit en fait l'intention. Dans la loi, c'est que c'est pas une question d'intention, c'est que c'est des actes ou des propos qui ont pour effet ou pour intention. C'est-à-dire que même si t'as pas l'intention de blesser ou de discriminer les femmes ou de dire quelque chose de rabaissant, ça n'enlève pas que ton propos il est rabaissant quand même. Donc en fait c'est pas mais c'était pas méchant ou mais c'était une blague. Non mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est que tu as dit un propos sexiste et c'est interdit par la loi au travail, tout comme les propos racistes, antisémites, homophobes sont interdits. Alors que le sexisme est en fait une discrimination qui est beaucoup plus banalisée que d'autres. Une blague sexiste, tout le monde va rigoler, même pas s'en rendre compte. Une blague raciste ou antisémite, ça va gêner un peu plus. Et c'est génial que ça gêne, et il faut que ça gêne. Mais il faut aussi que les blagues sexistes gênent. Et qu'on se dise, non, c'est pas ok, en fait. Et si une blague sexiste est faite, donc une blague sexiste donc envers les femmes,
est faite par une femme. Ah bah ça ne change rien. C'est sexiste quand même. En fait, il y a des tas de femmes qui sont sexistes et misogynes. Ça s'appelle la misogynie intériorisée. Parce qu'en fait, les mécanismes de domination font que des individus dans le groupe globalement dominé adoptent les codes et les comportements du dominant pour ne pas être plus enfoncés que ne le sont les autres. Et donc c'est pas parce qu'on est une femme, ah mais ça va, moi je peux faire des blagues sexistes parce que je suis une femme. Bah non. Et même de l'autodérision. En fait, si tu dis ah là là, je suis en retard ce matin, mais vous savez, je suis une femme, il faut bien que je me maquille et que je me coiffe. Ah non, en fait, quand tu dis ça, tu dévalorises toutes les autres femmes. Et ben moi, en tant que femme, je suis pas d'accord. Donc dis ah là là, je suis en retard, désolée, mais vous savez, moi je suis incapable de gérer mon temps et j'ai pas de montre. Ok, pas de problème. Là, tu jettes l'opprobre sur personne d'autre que sur toi-même. Mais même si c'est ironique. Mais bien sûr. En fait, faire de l'humour qui discrimine, dévalorise, et c'est toujours dans le même sens en plus. On fait jamais des blagues sur les hommes qui oh là là, ces gros balourds qui savent pas gérer leurs émotions. Non, on n'entend jamais ça. Est-ce que tu as un message à faire passer, donc un message que tu voudrais donner aux personnes qui n'osent pas peut-être être célibataires ou qui le sont et qui sont comme toi avant tout le temps en recherche de ce couple parfait, entre guillemets, mais que ça soit homme ou femme, hein. Là, pour le coup, si tu veux t'adresser à tout le monde. Homme, femme, non-binaire. Alors, un message ou un conseil ou un... Je crois que j'aurais plutôt un conseil, c'est bon, arrêtez de regarder des comédies romantiques. 2, entourez-vous et fréquentez des personnes qui sont dans d'autres schémas. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à admettre, à supporter, et c'est beaucoup plus facile de se rendre compte que, en fait, tout va bien et la vie peut être géniale si on est entouré de personnes qui ne sont pas dans une relation classique telle qu'on l'entend et qui sont épanouies et qui s'éclatent. L'identification va être plus facile. Alors que si vous êtes entouré de gens en couple, que vous êtes la célibataire de service, à qui, ah oui, et autre truc aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et auquel maintenant je vois beaucoup plus. Quand on est célibataire, on est un peu la distraction amoureuse de ses amis. C'est les questions du genre, alors, t'as des histoires en ce moment ? Genre, apporte-moi un peu des trucs croustillants qui vont me divertir. Ben non, en fait, ma vie sentimentale n'est pas faite pour ta distraction, tu vois. Et il y a une différence entre s'intéresser à la vie des autres de manière totalement empathique, normale, comme on fait avec ses amis, et les écouter, et demander alors que la personne n'a absolument pas abordé le sujet et n'a pas forcément envie de parler de sa vie sentimentale avec vous. Donc ça, c'est un conseil aux gens en couple. Vos amis célibataires ne sont pas vos distractions. Si vous voulez des histoires de cœur, regardez des comédies romantiques, mais vous avez compris que ce n'est pas forcément une bonne idée. Ok. Est-ce que tu aurais un ouvrage à nous recommander sur le sujet ? Que ce soit un livre, je sais pas, un spectacle, un podcast. Oui, voilà. alors je dirais, c'est pas très original, mais le livre et le podcast Le cœur sur la table, qui parle de révolution romantique et qui questionne beaucoup, finalement, les relations, on peut peut-être faire autrement, il y a peut-être d'autres choses à explorer. Et en particulier, moi, c'est en écoutant, ça a été quelque chose d'important, je pense, dans mon cheminement à un moment, aussi d'entendre conceptualiser par des sociologues, des psychologues, des choses qu'on ressent et de se dire ah oui, non, c'est pas moi qui ai un problème, c'est qu'il y a un vrai truc, en fait. Et entre autres, ce qu'on appelle, ce qui est appelé, je crois que c'est une autrice espagnole qui l'a conceptualisé, et c'est cité dans Le cœur sur la table, l'escalator des relations. C'est-à-dire que d'abord, premier date, deuxième date, troisième date, et puis on est officiellement un couple, donc on va être socialement un couple. Donc par exemple, on va aller à la pendaison crémaillère de Bidule en couple, et puis on s'installe ensemble, et puis on achète des meubles, et puis on fait un enfant, et puis alors avant de faire des enfants, on part voyager ensemble. Enfin voilà, ces étapes. Et en fait, c'est un escalator ou un escalier où on monte les marches par marche après marche, et on ne peut que monter, on ne peut pas descendre. Et on peut pas se dire, par exemple, un énorme tabou, un truc qui est inconcevable pour 99,99% des gens, parce que on s'installe ensemble, donc on partage un logement. Si on se rend compte que ça marche pas et que finalement on était mieux et on était très bien à vivre séparément, mais en fait on se sépare et le couple s'arrête. Mais on pourrait très bien se dire, retournons vivre chacun de notre côté et continuons cette relation sous un autre mode. Et on n'est pas obligé de cocher la case vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble d'ailleurs ? On peut vivre ensemble avec des colocs, des amis, ses parents, sa famille. Mais j'en connais qui vivent ensemble et qui ont chacun leur chambre aussi. Bah voilà, et pourquoi pas, enfin, et en fait on fait ce que l'on veut, quoi.
Il y a pas de règle, même si faut pas non plus être dans l'injonction de sois libre, fais ce que tu veux, assume qui tu es et tes envies, parce qu'il y a des injonctions et que oui, c'est dur de se défaire des injonctions. Et c'est ok aussi de peut-être rester dans un couple où il n'y a plus de passion, d'amour romantique intense, parce qu'en vrai c'est quelque chose qui dure pas très longtemps. Se dire mais que c'est quand même chouette d'être avec cette personne et d'avoir un compagnon ou une compagne de vie et de faire certains compromis, et il faut pas non plus être dans l'injonction de il faudrait que je sois célibataire pour être une vraie femme émancipée. Non. Donc on fait ce qu'on veut et ce qu'on peut. Ce sera le mot de la fin. Parfait comme mot de la fin. Dernière question, quel est ton sujet tabou, si tu en as un? C'est-à-dire un sujet dont je parle pas ou je voudrais pas parler. Ouais, ton tabou à toi. Mon tabou à moi. Si t'en as un. Bah je crois que j'en ai pas beaucoup. Qui dit pas beaucoup, ça veut dire qu'il y en a quand même. Ouais, enfin je sais pas, je parle assez spontanément, ouvertement de pas mal de choses. Après ça dépend avec qui. Ouais, toujours. Évidemment, il y a des choses là dont je parlerai pas à ce micro là aujourd'hui, mais dont je peux parler avec des amis, et peut-être des choses liées à la sexualité. Et encore ça m'est arrivé encore il y a 2 semaines de parler de ces sujets avec 2 personnes totalement inconnues. Alors peut-être parce que c'était inconnu et que je n'allais jamais revoir, ça aide. Mais sinon, non, je crois pas que j'ai de gros tabous, globalement. Bah parfait, très bien. Ça me va comme réponse. J'ai fini avec mes questions, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, je crois que j'ai déjà tout dit, et sinon, j'en profite pour faire ma petite auto-promo. Écoutez les Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Et je mettrai le lien dans la descriptif. Merci beaucoup. Eh bien, merci Marine, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère que le témoignage de Marine vous a plu. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants sur le sujet, vous pouvez lui envoyer un message sur son compte Instagram @sexismeordinaire _podcast ou répondre à l'article sur notre blog dont le lien est également dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les tabous. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-podcast.com, sur Instagram @positivestudio _podcasting, sur notre page LinkedIn positive_studio, ou bien par mail à sanstabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Allez, je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.